Si vous utilisez YouTube, comme pour regarder cette vidéo par exemple, il est probable que vous soyez également familier avec d'autres plateformes telles que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Sur ces applications, on peut trouver un contenu extrêmement varié qui, logiquement, peut nous étonner parfois. En se baladant sur quelques-unes parmi elles, et sans avoir à trop creuser, on peut en effet tomber sur ça, ou encore ça. Ce type de contenu, qui suscite de la fascination chez certains et de l'indignation chez d'autres, est qualifié d'hypersexualisé. Elles ont à peine l'âge de la puberté pour certaines et elles vendent leur corps. Comment des mineures sont-elles amenées à se prostituer ? Combien sont-elles et comment les aider à s'en sortir ? C'est pour avoir des réponses à ces questions que le gouvernement met en place aujourd'hui un groupe de réflexion. Sur France Inter, en parlant d'une mineure qui a dû se prostituer, la journaliste Mathilde Munoz évoque les réseaux sociaux et la banalisation du sexe pour souligner, je cite, leur grand rôle. Assez souvent donc, on associe le phénomène à la sexualité, à l'adolescence et aux réseaux sociaux. Mais l'hypersexualisation, qu'est-ce que c'est ? Bien que ce soit un sujet dont on parle de plus en plus, il est difficile de le définir de manière objective. Il va de soi que ce phénomène engage l'idée d'excès, de distorsion de la sexualité. En parlant d'hypersexualisation, certains chercheurs comme la québécoise Francine Duquier se réfèrent aussi à son impact sur la société en général. En soi, ce concept est distinct de la sexualité précoce pour des raisons liées à la volonté des individus. En effet, les enfants au comportement prématurément sexualisé ne sont pas réellement conscients de leurs actes. Mais malgré cette distinction, la solution est le compromis d'inclure la sexualité précoce à l'hypersexualisation. Ce qu'il faut retenir, selon l'ex-sénatrice Chantal Jouanneau, c'est que ce concept détermine les limites de la sexualité acceptable, c'est-à-dire jusqu'où les femmes et les hommes peuvent afficher des aspects genrés dans leur comportement. L'hypersexualisation est donc le dépassement du niveau d'affichage jugé normal. Il est alors facile d'y associer l'avènement des réseaux sociaux. Leur omniprésence est effectivement d'une importance capitale dans le développement rapide de cette tendance sociale. Dans cette vidéo, nous tâcherons d'étudier l'impact des réseaux sociaux sur les individus à travers le prisme des genres. En fait, on se pose la question, dans quelle mesure les réseaux sociaux accélèrent-ils le phénomène d'hypersexualisation ? Mais au fait, pourquoi étudier l'hypersexualisation ? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène marginal. La preuve est que l'influenceuse française la plus suivie d'Instagram, Léa Lui, est devenue connue en postant du contenu sexualisé. Elle cumule aujourd'hui plus de 11 millions d'abonnés sur Instagram et 12 millions sur TikTok à tout juste 19 ans. Elle est donc l'exemple type d'une adolescente qui tire sa popularité et son succès de son comportement d'autosexualisation sur les réseaux sociaux. Elle est notamment soutenue par une large communauté de fans, en grande partie des adolescentes. Afin de montrer l'influence de telles personnalités médiatisées sur un jeune public, la sociologue Aurélia Mardon a mené une étude auprès de jeunes filles voulant imiter leurs stars de télé-réalité dans les années 2000. Dans un article intitulé « La génération Lolita », elle montre comment les médias jouent un rôle central dans la sexualisation précoce depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Ainsi, elle analyse sur quels éléments la sexualisation précoce féminine repose. Elle s'axe sur la mise en valeur du buste, soit de la poitrine, et des hanches, voire des fesses, par des postures ou encore par la tenue vestimentaire. Cependant, on peut également retrouver une sexualisation qui semble un peu moins évidente à travers les tutoriels beauté et les placements de produits, qui restent des manières de faire primer le physique féminisé au maximum sur tout le reste. Sur ces critères, établis par Mardon, nous avons décidé de mener une analyse sur une période de 1 an, du 15 novembre 2019 au 15 novembre 2020, sur le profil de Léa Lui. Nos observations ont montré que presque 90% des photos qu'elle a postées durant cette période et presque 100% de ses vidéos sont sexualisées, majoritairement par la tenue et les postures. On peut également noter que sur 1 an, seule une publication met en avant sa personnalité et non son apparence physique. En outre, il est pertinent de s'interroger sur l'hypersexualisation à l'heure où notre société tourne beaucoup autour de l'apparence physique, de l'image corporelle et où sont mis en avant des idéaux à atteindre. De minceur chez les femmes, comme le montre Eric Stice,
ou de musculature chez les hommes, ainsi que l'analyse Diane Carlson-Jones. Ces apparences sont notamment dictées par la mode et participent au développement de standards de beauté. On peut alors parler d'hypersexualisation du corps, qui influence psychologiquement les membres de la société, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. Des relations de causalité existent par exemple entre l'insatisfaction corporelle et l'hypersexualisation, la volonté de mettre en avant son corps pour plus d'acceptation sociale. Enfin, il faut ajouter que ce sujet dépasse largement les réseaux sociaux. Des études socio-historiques montrent en effet que le phénomène d'hypersexualisation est apparu après les années 70 comme conséquence de la libéralisation de la sexualité. Comme démontré par Philippe Lyotard, ce phénomène est maintenu et renforcé quotidiennement par les médias qui créent des idéaux à atteindre, des clichés sur le physique et des stéréotypes qui influencent grandement les individus. On ne peut pas parler d'hypersexualisation sans évoquer les réseaux sociaux. Selon Statista, qui réunit les données de 4 sources étatiques et privées, 62% des Français en moyenne utilisaient un réseau social en 2019. Ce taux de pénétration culmine à 93% parmi les tranches d'âge les plus jeunes. En outre, la concurrence entre ces plateformes les pousse à se multiplier et à prendre des formes de plus en plus variées. L'apparition des stories à la Snapchat sur Instagram illustre parfaitement l'expansion des fonctionnalités pour attirer toujours plus d'utilisateurs. On a donc une réelle explosion des réseaux sociaux depuis leur création, pourtant récente, ce qui affecte de nombreuses questions de sociologie et notamment l'hypersexualisation. Premièrement, de nombreux individus prennent une part active dans la sexualisation de leur comportement en ligne. Cette année, Chelsea P. Butowski, une sociologue de l'université Cornell aux États-Unis, a dirigé une étude sur les selfies d'Instagrammeuses. Pour cela, elle s'est basée sur différentes formes d'affichage sexuel, concept développé par Erving Goffman dans les années 80 dans son ouvrage intitulé Gendered Advertisements. D'une part, l'étude montre que 95% des selfies des comptes féminins présentent un ou plusieurs indicateurs d'affichage genré et que ces indicateurs prennent des formes subtiles. Par exemple, 2/5 du contenu analysé présente des courbures de corps et plus d'un tiers des selfies illustrent un sourire féminin exubérant. Par ailleurs, aucune corrélation n'est trouvée entre l'hypersexualisation des selfies des Instagrammeuses et leurs ethnicités ou encore leurs orientations sexuelles et politiques. On peut affirmer que cette étude s'applique parfaitement à notre enquête sur Léa et lui. Et pour en élargir les résultats, il est bon de dire que ce phénomène n'est pas propre à Instagram, comme nous pouvons le voir sur ce compte TikTok. D'autre part, une pratique corrélée, le sexting, est en train de se banaliser. La doctorante en psychologie, Camille Giroux-Benoît, écrit dans un essai « L'enquête Sex and Tech effectuée en 2008 révèle que 20% des adolescents et 11% des jeunes adolescentes ont déjà envoyé une photo d'eux nus ou semi-nus. » Donc, d'un point de vue sociologique, le sexting permet d'établir une réification du corps, notamment celui des filles. Ainsi, l'hypersexualisation est un phénomène très actif aux multiples facettes et, bien que non corrélée à la classe sociale des individus, elle est profondément entrelacée avec leur sexe. Deuxièmement, l'affichage genré a un aspect passif. Évidemment, il impacte le public des comptes les plus suivis sur les réseaux sociaux. L'interview de Léa et lui sur Click TV, qui met en avant le soutien incontestable de ses fans, en est une bonne illustration. Toutefois, au-delà du contenu mis en ligne par les influenceurs, il faut aussi analyser les retours sur leurs publications. En effet, Butowski et son équipe soulignent que tout like, follower et commentaire non négatif constitue un facteur primordial lié à l'affichage de genre. Notre enquête sur les posts de Léa et lui a souligné que les commentaires étaient plus mitigés lorsqu'elle faisait une vidéo plus drôle qu'hypersexualisée. Donc les suiveurs, bien que passifs, participent également à l'hypersexualisation en ligne. Une dernière forme d'affichage de genre passif est celle des fanpages. Il s'agit de comptes souvent anonymes dédiés à une personnalité connue dont les publications sont reprises. En diffusant le contenu d'autres comptes plus suivis, les suiveurs valorisent amplement ces comptes mais sans dévoiler leur identité. Léa et lui, par exemple, comptent de nombreuses fanpages parmi lesquelles nous avons trouvé ces 3.
Au fond, ce type d'affichage passif permet de renforcer le premier actif tout en gardant l'anonymat. Pour résumer, l'hypersexualisation est un phénomène qui existait bien avant l'ère des réseaux sociaux, mais elle a été soulignée par ceux-ci. Elle constitue une tendance sociale globale car elle s'exerce à la fois activement et passivement. Elle est également liée à des questions de genre. Mais quel est son impact sur les individus dans la société ? Ce phénomène soulève des enjeux fondamentaux. Il pose des questions de sexisme et de représentation des genres. Dans un premier temps, le dépassement du niveau d'affichage peut être vu comme un potentiel progrès vers l'égalité des genres. Les jeunes filles qui se présentent d'une manière hypersexualisée sur TikTok ne sont pas, contrairement aux médias traditionnels, seulement des actrices dans leurs vidéos. Elles s'occupent de toute la mise en scène, le choix de contenu, de mouvement ou de musique, et on pourrait donc affirmer que cette sexualisation est effectivement une prise de pouvoir qui provient d'une émancipation renforcée et favorisée par les possibilités que représentent les réseaux sociaux aux filles. Cependant, il est difficile de vraiment considérer la sexualisation sur les réseaux sociaux comme un vrai choix libre, à part donc aussi une prise de pouvoir des femmes, car il y a toujours des influences extérieures qui rentrent en jeu. Cette première influence, c'est la logique marchande sur les réseaux sociaux. Comme le montre le succès de Léa et lui avec ses vidéos sexualisées, ce genre de contenu sont fortement valorisés chez les jeunes, surtout chez les jeunes spectatrices. Ils vont donc trouver aussi parmi eux des imitatrices qui cherchent elles-mêmes à obtenir le plus de likes et le plus de commentaires possible avec leurs propres vidéos sexualisées. Le comportement des jeunes filles est donc influencé par les dynamiques marchandes sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres normes extérieures, car ce comportement s'inscrit dans le cadre global d'une société sexiste. Si la libération sexuelle des femmes s'accompagne d'une sexualisation précoce au lieu d'une dissolution du système de genre hiérarchisé, la autosexualisation des filles sur les réseaux sociaux ne peut pas être interprétée comme une vraie autolibération. Il y a là, aux yeux de Pierre Bourdieu, un aspect capital de la domination masculine qui place les femmes dans, je cite, un état permanent d'insécurité corporelle, puisqu'elle existe d'abord par et pour le regard des autres. Pour conclure, considérer l'hypersexualisation des jeunes filles sur les réseaux sociaux comme un atout des jeunes femmes, une forme d'empouvoirment ou de libération des jeunes femmes est une vision assez restreinte. Elle ne permet pas de rendre compte des vraies influences extérieures qui accompagnent ce phénomène de la sexualisation et qui font en sorte que même l'autosexualisation des jeunes filles sur les réseaux sociaux n'est pas vraiment un pas encore vers l'égalité des genres. Si l'hypersexualisation n'est pas vraiment positive, c'est d'abord pour des raisons d'ordre individuel. D'abord, la sexualisation est de plus en plus précoce et de moins en moins maîtrisée, comme peuvent le montrer les comptes des mineurs. On peut aussi évoquer la multiplication du nombre de partenaires sexuels, sans oublier le phénomène de spectatorisme qui, selon les pionniers de la sexologie William Masters et Virginia Johnson, trouble la confiance en soi des individus lors des relations sexuelles. Ensuite, une enquête menée par Aurélia Mardon montre que les parents ont deux principales inquiétudes. D'une part, le décrochage scolaire. Même si le lien est difficile à établir, il est logique que le temps consacré aux réseaux sociaux ne le soit pas au travail. D'autre part, une exposition plus importante au harcèlement et violences sexuelles. Les parents ont en effet peur de la culpabilisation des victimes pouvant être considérées comme valides. Un autre problème est celui du cyberharcèlement. Il est malheureusement assez répandu sur les réseaux sociaux, bien qu'il ait un impact destructeur sur les jeunes pendant leur adolescence. Il y a le risque d'une réduction de la valeur de l'individu à son potentiel sexuel ou sexy. Il faut dire que la régulation par les plateformes est limitée, comme le montre très bien une vidéo de Maël Bijou. Donc la conséquence de la surexposition à un contenu sexuel est une pression psychologique. En effet, le rapport parlementaire de l'ancienne sénatrice Chantal Joanneau suggère que l'hypersexualisation est un problème d'abord psychologique, avec des conduites à risque ou encore l'anorexie mentale prépubère. Pour résumer, dans une publication intitulée « La Lolita et la sexbombe, figure de la socialisation des jeunes filles »,
Philippe Lyotard et Sandrine Jamin-Samson expliquent: la notion d'hypersexualisation serait une notion qui permettrait de qualifier une nouvelle pratique de construction de soi. Mais au-delà des problèmes d'ordre individuel, ce phénomène d'hypersexualisation engendre aussi des conséquences d'un point de vue collectif et social. Des sociologues féministes comme Angela McRobbie vont même plus loin et affirment qu'une mascarade post-féministe se déroule actuellement sur ces plateformes. Cette mascarade post-féministe encourage selon elle les jeunes femmes à investir du temps et de l'énergie au façonnage d'une identité propre à susciter le désir mais qui atténue en fait leur pouvoir. On observe donc une sorte de réification du corps féminin dans le but de correspondre aux critères et aux attentes des normes de beauté et de sexualité. Dans la même veine que les problèmes individuels soulevés précédemment, il existe aussi un risque de dérive en ce qui concerne les questions de genre. En effet, en laissant les jeunes filles construire leur identité de genre autour de représentations stéréotypées et sexistes, on encourt le risque de les voir reproduire et intégrer par là même ces normes, perpétuant ainsi un système de domination masculine qui place les corps et les attributs sexuels de la femme au-dessus d'autres considérations plus importantes. En parallèle, les garçons sont également exposés à ce phénomène, puisqu'on les incite à adopter des comportements sexistes et parfois même machistes qu'ils vont par la suite reproduire dans la vie réelle, complétant ainsi la reproduction d'un système sexiste opérant à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel. Finalement, ce phénomène d'hypersexualisation pose un problème collectif d'ordre psychologique. L'American Psychology Association, une société savante reconnue, composée de scientifiques spécialisés dans les troubles psychologiques, a ainsi démontré que l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux pouvait engendrer 3 conséquences néfastes chez les jeunes. La première conséquence, c'est un état dépressif. Il y a également une faible estime en soi et des problèmes de comportement alimentaire. Ces troubles naissent en fait de cette contrainte à laquelle les jeunes ne parviennent pas à se soustraire et qui engendre souffrance et exclusion lorsqu'ils ou elles ne parviennent pas à s'y conformer. En somme, il est vrai que le phénomène d'hypersexualisation existait avant l'ère des réseaux sociaux, mais l'utilisation grandissante de ces derniers, notamment par les jeunes, l'a rendue omniprésente. Cette omniprésence est largement vérifiée au niveau empirique avec des approches à la fois quantitatives et qualitatives. En effet, un rassemblement de données chiffrées et une lecture transversale de la littérature préexistante montrent tous deux que l'affichage de genre est renforcé par les réseaux sociaux. Bien sûr, l'hypersexualisation n'est pas sans conséquences. Bien qu'elle puisse nourrir l'espoir vers plus d'égalité entre les sexes, elle ne fait qu'accentuer le rapport de domination genrée. Ce dépassement du niveau d'affichage sexuel est problématique aussi bien pour les individus que pour la société. Cependant, l'approche fonctionnaliste de Goffman concernant l'affichage de genre nous fait voir les sexes comme un simple outil vers la compréhension de la société. Selon lui, ce qui compte plus que l'affichage de genre et son exagération, c'est notre tendance à y prendre part tous, femmes et hommes. Lyotard va dans le même sens, en soulignant que la recherche ne doit pas, contrairement aux autres médias, s'inquiéter de l'hypersexualisation en tant que phénomène social. Car, au fond, le terme est loin d'être neutre. Reste à savoir quel comportement adopter face à ce phénomène qui est en pleine accélération.